Bonsoir tout le monde. On est bien là. Je me faisais la réflexion il y a quelques jours, après vous avoir partagé le dernier podcast sur la violence au cinéma, et je me disais putain qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien là ensemble dans cette nuit, dans ces nuits d'insomniaque, à rêver de cinéma, à en parler. Voilà, je tenais à vous dire ça en fait pour commencer ce podcast parce que on a beaucoup parlé, enfin j'ai beaucoup parlé dans les podcasts précédents du fait que je vous remerciais d'être nombreux, d'être à l'écoute de ce que je pouvais avoir à dire, de nourrir des débats, de proposer des sujets, de partager le podcast pour le faire vivre, etc. Mais je vous avais encore pas dit, jamais dit que ça me faisait plaisir aussi de faire ça. Ça me faisait plaisir qu'on se retrouve une fois par semaine pour parler de ce qui nous fait vivre, pour passer un moment qui, je l'espère, est bon et qui, je l'espère, nous fait un petit peu sortir de ce quotidien très particulier qu'on est en train de vivre et qui malheureusement risque de durer longtemps, mais bon, tant que le cinéma sera là, alors ça ira. Voilà. Donc j'espère que vous êtes confortablement installés, que vous êtes dans un endroit que vous aimez, que vous êtes bien au chaud, prêts à vous laisser porter par ces lumières fantasmatiques, hallucinatoires, qui viennent nous toucher jusque dans la dimension spirituelle de notre être. J'espère que vous êtes prêts à ce que l'on parle un petit peu de cinéma. Et le sujet que vous avez choisi, comme toutes les semaines, puisque toutes les semaines, encore une fois, vous votez sur les réseaux sociaux, @DexC'estLeCinéma, Instagram et Twitter, vous avez choisi que l'on aborde la question de l'opposition entre la série télé et le cinéma, qui est une opposition qui, moi, personnellement, m'intéresse beaucoup, en fait, parce que elle est à la fois évidente et très complexe à étudier lorsque l'on se penche réellement sur ce qui différencie, j'ai presque envie de dire ces deux arts, mais le fait de dire ces deux arts, ça voudrait dire que la série télé n'est de toute façon pas du cinéma, alors que je pense que la nature du format série télé est en fait bien plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, on pourrait sortir un argument très bête pour commencer le débat, mais bon, dans tous les arguments idiots, il y a toujours au moins un petit fond de vérité. C'est que la série télé, tout comme le cinéma, ce sont des images que l'on aura captées lors d'un tournage, que l'on aura montées afin de créer un langage, un écho entre ces différentes images, et que l'on va projeter dans l'optique double, à la fois de raconter une histoire au spectateur, et de lui faire ressentir un plaisir esthétique, de lui procurer des sensations, des émotions, et que donc dans ce cas-là, les séries c'est du cinéma, et on peut tranquillement arrêter le podcast et aller se coucher, en se contentant de cette simple description. Mais n'oublions pas que nous sommes des insomniaques invétérés, et que l'on ne va certainement pas s'arrêter à cette simple définition. Mais cette définition, aussi bête et rapide soit-elle, elle pose quand même un argument fondateur de ce débat, qui est de dire que, est-ce que vraiment il y a une différence vraiment de nature entre le cinéma et la série télé? Est-ce que vraiment ce sont deux arts qui sont distincts? Ou est-ce qu'au contraire, ce sont simplement deux facettes d'un même art, qui serait donc le cinéma, et les séries télé n'en seraient qu'une forme différente, de la même façon que l'on pourrait dire, par exemple, si on prend l'exemple de la littérature, qu'il n'y a pas de différence de nature entre la nouvelle et le roman. Par exemple, voilà, ce sont deux œuvres de littérature, simplement il y a une différence de format. Et j'ai pu constater au fil des discussions, des débats que j'ai pu avoir autour de ce sujet, qu'il y avait énormément de gens, une majorité de gens en fait même, qui considéraient que voilà, la série télé, c'était pas du cinéma, que ça n'en serait jamais, et que de toute façon, se poser la question ne servait à rien, dans la mesure où le cinéma était grand, était noble, était puissant, était spirituel, était un art fantastique qui pouvait transfigurer notre compréhension du monde et nous faire avancer sur un destin commun bien plus éclairé sous la lumière des projecteurs, tandis que la série télé, c'était un petit peu l'instrument du capitalisme pour nous vendre du temps de cerveau disponible, et nous installer tranquillement dans une espèce de flux incessant d'images, d'épisodes qui se suivent, qui s'enchaînent, et que l'on peut regarder en mettant un petit peu plus ou moins notre cerveau sur pause, et que l'on puisse ne pas trop se poser de questions. Et à cet argument-là, j'ai simplement envie de répondre que c'est faux. En fait, c'est faux, et que comme dans tous les débats qui ont l'air d'être faciles à trancher, eh bien, plus on y réfléchit, plus le sujet s'obscurcit.
En effet, moi je considère que la série télé est d'une part du cinéma à part entière, mais que c'est un cinéma qui va introduire une dimension presque, et attention, je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais presque plus intéressante que le cinéma, entre guillemets, classique, c'est-à-dire sur format de 1h30 à 2h. Parce que la série télé, à la différence du cinéma, elle continue d'exister sur le long terme. C'est-à-dire que la série télé, d'une part, il y a plusieurs épisodes, lesquels plusieurs épisodes se déclinent en plusieurs saisons, parfois sur des années. Ce qui veut dire que là où nous profitons d'une fiction, dans le cadre du cinéma qu'on va dire qu'on projette en salle obscure, là où nous profitons d'une fiction qui ne dure que le temps de son visionnage, la série télé nous propose quant à elle une fiction qui va s'étaler dans le temps, qui va faire écho à notre propre temps, parce que la série c'est un art qui est extrêmement chronophage, et du fait qu'elle nous accompagne aussi longtemps, on développe en fait une relation à cette image qui est bien différente. Et lorsqu'on est exigeant vis-à-vis des séries qu'on regarde, c'est-à-dire qu'on regarde pas en gros Emily in Paris ou n'importe quelle merde proposée par une plateforme de streaming à bas coût pour engranger des visionnages faciles, on se rend très vite compte que cette opposition entre, soi-disant, oui, le cinéma est plus travaillé, le cinéma est beaucoup plus intéressant, propose des thématiques plus intéressantes et est un médium, un art avec plus de fond, en fait, que la série télé, mais on se rend compte que c'est faux, en fait. Qu'il y a des séries télévisées qui proposent un contenu extrêmement intéressant, extrêmement ambitieux aussi, que ce soit scénaristiquement ou même esthétiquement. Et là, je ne parle pas des séries qui sont simplement chères, hein. Par exemple, oui, voilà, Game of Thrones, visuellement, c'est assez impressionnant. Et est-ce que vraiment il y a une différence avec quelque chose comme Le Seigneur des Anneaux, à part une question de budget? Fondamentalement, je ne pense pas. Mais quand je parle vraiment d'intérêt artistique dans la série télé, je pense à des séries qui nous proposent de vraies expériences cinématographiques. Et des séries qui nous proposent ces expériences-là, il y en a. Et il y en a même beaucoup plus que l'on pourrait le croire. Je sais qu'on a l'impression, là, tous ensemble, d'être entourés par des séries de merde, parce que la série, voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup consommé. D'ailleurs, on pourrait même dire que la série télé est devenue plus majoritaire, en fait, que le cinéma, et que c'est un art presque plus mainstream que le cinéma, mais il existe des séries extrêmement exigeantes avec leurs spectateurs. L'exemple vraiment qui me vient en tête tout de suite pour parler de séries qui ont vraiment une approche très cinématographique de leur sujet, c'est par exemple la série Rectify. Je ne sais pas si vous connaissez cette série, c'est une série qui raconte l'histoire d'un personnage qui est dans le couloir de la mort, parce qu'il est accusé d'avoir tué une jeune femme et qui en sort. Voilà, c'est le début de la série, qui en sort parce que l'enquête a plus ou moins recommencé, et en fait, peut-être que c'est pas lui qui a tué la nana, mais bon, on n'est pas sûr, mais comme on n'est pas sûr, bah, le doute bénéficie à l'accusé, et du coup, il sort de prison. L'a-t-il tué, l'a-t-il pas tué? Comment est-ce que, lorsqu'on a passé autant de temps dans le couloir de la mort, on peut se réadapter, en fait, à la vie en dehors de tout ça? Ce sont tous ces sujets que la série va aborder, et elle va le faire avec un rythme, avec un travail esthétique, avec un travail de la scène qui dure, avec un travail de l'émotion subtile, dissimulée, de toutes ces choses que l'on cache, que l'on n'ose pas dire et qui finalement se révèlent au grand public pour marquer des destins, briser des relations ou au contraire en forger de nouvelles. C'est une série qui est très forte, émotionnellement très puissante, très intéressante et qui, comme je le disais, adopte un rythme beaucoup plus cinématographique en fait que la plupart des autres séries, parce que Rectify, dans la mesure où elle épouse le quotidien de ces personnages et le quotidien, la question aussi de la nature de ce quotidien, du changement du quotidien en fonction des conditions dans lesquelles on se trouve, va choisir d'adopter une lenteur extrêmement salutaire et qui est une vraie démarche artistique pour le coup, parce que évidemment, comme la série est un film très long, il faut que ça aille vite. Il nous faut du rythme, évidemment, pour ne pas perdre le spectateur et ne pas le désintéresser. Et c'est pour ça aussi qu'on a cette impression que les choses glissent plus, que l'on a un rapport artistique à l'œuvre qui est beaucoup moins en profondeur. Parce que faut que ça aille vite, faut que ça s'enchaîne, sinon tu vas jamais regarder 15 heures de film. Tu ne regarderas pas, et il ne sert à rien de mentir et de dire « Oui, mais si, moi je vais regarder un film de 15 heures où il se passe rien. » Non, c'est faux, on le sait tous, et moi le premier, hein. Moi, un film de 15 heures, il y a vraiment intérêt à ce que ce soit le film le plus incroyable du monde, sinon je ne le regarde pas.
Mais la série, même si elle dure 15 heures, je vais la regarder parce que je sais qu'il y aura cette prise en compte de la notion temporelle du visionnage qui fait que oui, bon, il faut que ça aille vite parce que sinon le spectateur ne regardera jamais l'histoire jusqu'au bout et ça serait bien dommage de s'en priver. J'insiste beaucoup sur cette question du temps parce qu'elle me paraît vraiment fondamentale et elle me paraît être vraiment la différence entre le cinéma et la série télé, au-delà des questions de budget. Pour moi, c'est ni le budget, ni la question de la diffusion sérielle, parce que des films qui ont été diffusés en plusieurs parties, ça existe. Kill Bill par exemple, des films qui ont été conçus avec un très bas coût et qui ont été tournés à toute vitesse, ça existe également, et surtout des films qui sont tournés pour être diffusés à la télévision, ça existe aussi. Enfin, je veux dire, n'oublions jamais par exemple que l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, à savoir Aguirre, la colère de Dieu de Werner Herzog, a d'abord été diffusé à la télévision. Voilà, avant de sortir au cinéma, c'est toujours intéressant quand même de s'en souvenir, parce que c'est vraiment un film en plus, Aguirre, la colère de Dieu, qui est une œuvre extrêmement marquante, et qui finalement, c'est un bon exemple, je ne m'en suis pas rendu compte en le disant, mais ça me permet de rebondir sur autre chose. Aguirre, la colère de Dieu, c'est un film de cinéma, purement un film de cinéma, qui pour autant a été diffusé à la télévision et qui symbolise en fait justement cette conflictualité entre les deux écrans, entre le petit et le grand écran, et elle vient de là, en fait, la scission entre la série télé et le cinéma. Elle vient de là, elle vient de cette opposition, elle vient de ces deux médias, ces deux moyens de diffusion qui ne possèdent pas les mêmes artisans, qui ne visent pas le même public, qui n'ont pas le même rapport à la consommation des images, qui n'ont pas le même rapport à la publicité, qui n'ont pas le même rapport aux œuvres aussi, à la façon de les diffuser, au respect qu'il convient de leur témoigner ou pas. Et peut-être que c'est finalement ça aussi, et surtout, qui se joue dans la question de l'opposition entre la série télé et le cinéma. Une question de respect que l'on accorde à l'œuvre que l'on est en train de regarder, et que on respecterait donc moins, a priori, si on la regarde sur un petit écran. Ce qui d'ailleurs, maintenant que je suis lancé et que cette réflexion commence à prendre forme en même temps que je l'énonce devant vous, c'est que peut-être qu'elle vient de là aussi, la question de l'amour de la salle et de la guerre du streaming et du désamour que certaines personnes peuvent avoir du streaming. Elle vient de là, elle vient de cette question de respect face à l'œuvre qui passe par l'endroit où elle se diffuse, qui passe par la façon dont on la regarde et qui passe par le rapport que l'on peut avoir à celle-ci. Le fait qu'une série adopte un rythme effréné, c'est aussi une façon pour elle de venir nous chercher. Là où lorsqu'on regarde un film, on va plus avoir tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire à nous, spectateurs, d'aller vers le film pour pouvoir pleinement l'apprécier. Et peut-être qu'en fait c'est ça qui se joue pour la plupart des gens, et c'est ça qui incarne ce désamour pour la série télé, non pas en général, parce que nous avons tous des séries que nous adorons et que nous aimons, mais qui fait que certains spectateurs la considèrent comme une forme d'art mineur, ce avec quoi je ne suis absolument, mais absolument pas d'accord. Tout simplement dans un premier temps parce que, et c'est l'idée que je défends depuis le début de ce podcast, il n'y a aucune différence entre la série télé et le cinéma. Il y a autant de mauvaises séries que de mauvais films, et cette impression de surconsommation sérielle, elle vient surtout du fait que les séries sont aujourd'hui médiatiquement plus mises en avant que les films, et que la moindre série de merde qui apparaît dans notre paysage, on va tout de suite en avoir connaissance, là où le nombre de films dont nous n'avons pas connaissance et qui pourtant sortent en salle, et lorsqu'on regarde les résumés des films qui sont sortis en salle, on se dit « Oh putain, ça c'est sorti en salle, mais j'en ai jamais entendu parler », c'est exactement la même chose. Il existe autant de mauvais films que de mauvaises séries, et pour tous les mauvais films que l'on regarde, on regarde autant de mauvaises séries, et pour tous les bons films aussi que l'on regarde, on peut avoir un frisson artistique équivalent en regardant une série. Et c'est mon cas. C'est mon cas, je le confesse, et peut-être que ma façon de considérer la série simplement comme une version longue en fait, du cinéma, je reprends cette distinction entre la nouvelle et le roman, elle vient de mon tropisme créatif, elle vient du fait que j'ai autant appris sur ce que c'est que l'art cinématographique devant ma télévision que dans une salle obscure. Et pour ça, j'aimerais vous parler d'un homme. Un homme qui est mon scénariste préféré, qui a totalement révolutionné ma perception de ce qu'était l'écriture, ma perception de qu'est-ce que c'est que construire un personnage, qu'est-ce que c'est que construire des enjeux, et qui est un homme que j'ai l'impression on ne juge absolument pas à sa juste valeur, parce que selon moi c'est un génie, c'est le meilleur scénariste actuellement en activité, et c'est surtout, et c'est pour ça que je voulais parler de lui notamment, un homme qui a besoin du temps long
pour laisser ses talents de conteur d'histoire se déployer. Cet homme, c'est Damon Lindelof, scénariste de Lost, certes, mais surtout de The Leftovers et de la mini-série Watchmen, qui est sortie il y a très peu de temps sur HBO, enfin très peu de temps, ça doit faire 1 an maintenant, mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant, le temps à l'époque du Covid et du confinement. Damon Lindelof est un homme que j'aime d'amour, et c'est quelqu'un surtout qui est très intéressant à analyser, notamment dans son travail d'écriture, parce que c'est un homme qui a besoin de se laisser du temps pour produire des scénarios de qualité. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il arrête d'écrire des films. Vraiment, Damon, si tu m'entends, arrête d'écrire des films, laisse-toi du temps et retourne et reste à la télévision parce que c'est un domaine qui te convient beaucoup mieux. Qu'est-ce que j'aime chez Damon Lindelof ? C'est son rapport au mystère. Pour moi, ça relève presque de la magie. En fait, si on regarde notamment la série Watchmen, que je vais prendre comme exemple déjà parce que je pense que beaucoup plus de gens l'ont vu que The Leftovers, donc ça va me permettre de parler peut-être à plus de gens sur la qualité d'écriture de la série, mais surtout parce que c'est plus court, donc ça nous permet aussi de parler très concrètement de comment est-ce qu'il fait ça en 10 heures de contenu, 9 heures, pardon, je crois qu'il n'y a que 9 épisodes sur Watchmen, et comment est-ce que concrètement il fait ça. Si on prend la série Watchmen, ce qui est extrêmement intéressant dans cette série, c'est que les enjeux en fait de l'intrigue mettent des plombes à arriver. Vous êtes d'accord? Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous remarqué au visionnage, c'est que pendant très longtemps, pendant au moins 4-5 épisodes, on regarde la série et on comprend plus ou moins que voilà, l'histoire va potentiellement tourner autour de Rorschach, de son héritage, de suprémacistes blancs, etc. Mais en fait, on voit pas où il veut en venir. Et ça, c'est vraiment un sentiment qui reste beaucoup lorsqu'on travaille avec Damon Lindelof, c'est la question de putain, mais où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il nous raconte? À quoi va aboutir ce mystère qu'il prend autant de temps à distiller devant nos yeux et qu'il prend autant de temps surtout à incarner dans tout un tas de scènes, de mises en scène parfaitement différentes et pourtant complètement complémentaires, qui va installer en plus, mais vraiment à travers un travail du détail qui est extrêmement bien pensé, des détails qui bien souvent ne sont pas expliqués, et prenons encore une fois l'exemple de Watchmen, la pluie des calamars au tout début de la série. Si vous n'avez pas lu le comics Watchmen, vous n'êtes absolument pas au courant de ce qui est en train de se passer, et la série se fout complètement que vous soyez au courant ou pas. Et si vous l'êtes, vous vous dites « Ah, petite référence évidemment à la fin du comics Watchmen », mais si vous ne l'êtes pas, vous regardez ça et vous dites « Attends, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et vous ne le saurez jamais. Pour autant, puisque vous assistez à un univers de fiction, vous savez que c'est possible. Que dans cet univers de fiction-là, oui, en effet, il peut se mettre à pleuvoir des calamars. Et donc, par cet élément de mystère, vous voyez l'univers devant vous s'épaissir. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est génial dans la question de comment est-ce qu'on écrit une histoire. Comment est-ce qu'on lui donne de la profondeur? Comment est-ce qu'on lui donne du volume, en fait? Eh bien, par ce genre d'éléments-là. Par ce genre de travail d'instauration dans le quotidien des individus, d'éléments que le spectateur ne comprend pas, et que même dans certains cas, le personnage lui-même ne comprend pas, mais qui vont participer à créer non pas une obscurité rebutante, mais une fascination pour ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément marqué avec Damon Lindelof, même dans Prometheus, qui est un film que je déteste, mais qui introduit de la même manière qu'il le fait dans ses productions télévisuelles, des éléments d'intrigue qui n'ont pas pour objectif d'être expliqués, mais qui ont pour objectif de créer un mystère salvateur qui va donner naissance à un univers à part entière. Parce que c'est ça, d'abord et avant tout, un travail de scénariste. C'est même pas tellement créer des personnages, ça évidemment c'est très important, mais ça vient dans un deuxième temps. Ce qui d'abord et avant tout compte, c'est définir le cadre dans lequel cet univers va prendre vie. Beaucoup de choses que justement, au cinéma, on ne fait pas parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Voilà, on nous dit, ouais, ok, on va suivre ces personnages parce qu'on n'a que 2 heures. Là où dans la série télé, on a le temps. Et donc, le temps, on le prend. Et on travaille à l'installation d'un quotidien. On travaille à l'installation d'une banalité de la vie des personnages, d'une banalité
de leur existence au sein de cet univers, et créer la banalité, aussi mystérieuse soit-elle, c'est d'abord et avant tout une façon de faire écho à la vie du spectateur, puisque notre vie, à l'image de celle des personnages que l'on suit, elle est d'abord et avant tout faite de schémas répétitifs, quotidiens, et qui s'inscrivent dans la banalité. Avec des éléments, en tout cas je ne sais pas si c'est votre cas, qui nous surprennent, qui nous étonnent, qui font dévier notre trajet, nos parcours, de façon complètement incroyable, et qu'on ne comprend pas toujours. C'est exactement ça que fait Damon Lindelof dans l'écriture de ses histoires. Bon, The Leftovers, je passe là-dessus parce que l'intégralité de la série est construite sur ce principe, sur comment est-ce que l'on introduit des événements inattendus qu'on ne comprend pas forcément, qu'on pourrait appeler le hasard, le destin, et que l'on cherche à comprendre, mais qui restent des zones d'ombre, qui viennent parsemer nos vies, mais qui font évoluer ces personnages. Mais dans Watchmen, là où c'est passionnant, c'est qu'il ne peut pas trop le faire parce qu'il n'a pas le temps. Dans Watchmen, dans The Leftovers, bon, c'est 10-12 épisodes par saison. Voilà, les épisodes durent 1 heure. En plus, il se passe bien rien, parce que c'est vraiment une série sur le quotidien dans un univers fantastique des personnages. Donc il prend bien le temps, mais dans Watchmen, il faut qu'il aille vite. Il faut qu'il aille vite et créer ce sentiment de banalité. C'est pas si évident, en fait. C'est pas si évident, surtout comme c'est le cas dans Watchmen lorsqu'on parle de super-héros. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait pour créer ce sentiment de banalité? Eh ben, il nous introduit la question de la série télé dans la série télé. Parce que les personnages regardent une série. American Heroes. Il me semble que c'est ça la série qu'il regarde, qui met en scène un personnage que l'on connaît, mais que l'on ne connaîtra que plus tard. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire, spectateurs, regardant Watchmen? Eh bien, le temps d'un épisode, c'est l'épisode de milieu de saison, il me semble, eh bien, on va regarder avec les personnages la série télé qui est en train de se passer. C'est génial, c'est brillant, parce que ça nous permet, encore une fois, de créer ce rapport à la banalité, de créer ce rapport à l'identification de ce qui se passe à l'image, et surtout, d'un point de vue scénaristique, simplement d'un point de vue de comment est-ce qu'on écrit une histoire, dire « je mets mon histoire en pause pour que mon spectateur regarde une série télé en même temps que mes personnages, et ce sera un épisode à part entière de la série », personne ne fait ça. Et moi, vous le savez, ça me fait un bien fou lorsqu'un scénariste prend la peine d'expérimenter. Mais, et je citerai là une dernière raison pour laquelle j'aime autant Damon Lindelof, là je sais que j'ai parlé de façon très concrète, en fait, de comment est-ce qu'il fait ça, c'est-à-dire vraiment la question de l'écriture du quotidien, le développement du quotidien. Je pourrais parler de tout un tas d'exemples. Dans Watchmen, par exemple, le travail sur la couleur, c'est un truc débile, mais les gyrophares des policiers sont jaunes. Pourquoi? On ne sait pas, on s'en fout, on ne le saura jamais. Ils ont des masques jaunes. Pourquoi? On ne sait pas, on s'en fout, on ne le saura jamais. Mais le fait que ça soit là, ça crée de la vie, ça crée de la forme, ça crée une identité à cet univers, et surtout, ça crée encore une fois un rapport quotidien, puisque l'on introduit cette dimension artistique dans un élément aussi banal qu'un gyrophare de police, et c'est de toute évidence une décision scénaristique qui a été pensée pour créer du fantastique, pour créer de l'exceptionnel dans la banalité la plus convenue. Damon Lindelof est un génie, je t'aime, épouse-moi. Mais là où je voulais en venir... Oh, je suis parti loin. Mais là où je voulais en venir, c'est dans l'épisode 3 ou 4 de Watchmen. Justement pour revenir à cette question de la banalité et du fait que nos vies à tous prennent des tours complètement différents en fonction des rencontres que l'on fait, en fonction des hasards, en fonction de... Mais ça nous arrive à tous, vous voyez tous très bien de quoi je parle, de ces moments où on se dit « Mais putain, pourquoi est-ce que je me suis pas rendu compte de ça avant ?» Comme si une vérité toute nue nous tombait dessus et que l'on se disait « Mais... oh, mais c'est évidemment ça que je dois faire de ma vie, c'est évidemment ça que je dois faire maintenant, évidemment que je dois la rappeler, évidemment que je dois lui courir après dans la rue, alors que finalement on s'est dit au revoir en pensant de plus jamais se revoir et que je vais lui demander de rester avec moi. » Tous ces éléments-là, dont on ne comprend pas le sens, dont on ne comprend pas les moteurs, et qui pourtant définissent nos existences, et bien parfois, je ne sais pas si ça a été votre cas, mais moi... Grand Dieu, ça l'a été. D'ailleurs, c'est intéressant qu'on parle de Dieu parce que je pense que beaucoup de gens aussi qui croient en Dieu pour ces raisons-là, pour une volonté justement d'expliquer ces mystères de l'existence. Et c'est la thématique d'ailleurs principale de Damon Lindelof dans ses séries télé, la question de la foi, la question du surnaturel, la question de à quel point sommes-nous déterminés dans nos actions, etc. Et de comment est-ce que l'on vit avec ce déterminisme par rapport à une puissance supérieure. Je divague, pardon, je reviens à ce que je voulais dire. Il y a également le fait qu'un quelqu'un
nous raconte une histoire. Le fait que quelqu'un nous dise, par exemple, au détour d'une conversation, tiens, c'est drôle, ça me rappelle ça. Ça me rappelle telle histoire que j'ai entendue. Et cette histoire, qui n'a absolument aucun rapport avec votre vie, qui n'a absolument aucun rapport avec votre existence, d'un seul coup, elle va créer un écho en vous. D'un seul coup, vous allez entendre cette histoire et vous allez vous dire « Putain, c'est en train de parler de moi. Putain, c'est une fable sur ma vie. Putain, c'est exactement ça ce que je viens de faire. Je viens de comprendre quelque chose par le biais de cette fiction. Et cette fiction, qui en apparence est totalement banale, va venir se charger d'un sens nouveau parce que moi, je l'ai écoutée et parce qu'elle s'inscrit dans un récit plus grand qui est celui de ma vie. » Et bah Damon, c'est exactement ça qu'il fait. Lorsque, dans Watchmen, Spectre soyeux décide d'appeler le docteur Manhattan au téléphone et de lui raconter l'histoire de la petite fille qui lançait la brique. Ceux qui n'ont pas vu la série doivent être en train de se dire à l'écoute de ce podcast « Attends, l'histoire de la petite fille qui lançait la brique, qu'est-ce qu'il raconte là? Oh là Clément, faut aller se coucher là. Ça suffit là maintenant. » Mais je vous jure, je vais vraiment pas rentrer dans les détails parce qu'en plus je sais que c'est un élément de l'intrigue de Watchmen que beaucoup de gens ont énormément oublié. Cet élément qui n'a marqué personne mais qui moi m'a rendu fou. Parce que ça c'est du génie d'écriture. Parce que ça c'est encore une fois créer des ponts entre la fiction et la vie réelle, entre le fantastique et la banalité, entre le destin et le déterminisme, entre l'existence d'êtres humains et la magie du cinéma. Est-ce que ça se voit que j'aime Damon Lindelof, vous pensez? Est-ce que j'ai réussi à vraiment incarner ça dans ces mots, je suis désolé, qui sont un peu... Je me perds un peu là, mais en plus là, oh là là, on a fait beaucoup trop longtemps, je suis désolé, pardon, mais c'est un homme qui me fascine, c'est un homme qui arrive à faire ça, qui arrive à inscrire cette banalité et l'existence, notre existence à tous, notre vie, elle est dans la banalité. Et Damon Lindelof est un homme qui travaille sur ça, qui travaille sur ces hasards de la vie en les déployant, en faisant quelque chose de beaucoup plus fort, et il crée ce même rapport au mystère que l'on peut avoir dans notre vie. Et il l'insère dans la fiction et il l'expérimente à travers sa forme, il l'expérimente à travers le rapport que l'on a à elle. Et c'est... La première fois que j'ai vu ça, parce que moi j'ai vu The Leftovers en fait avant de voir Lost, pour tout vous dire, la première fois que j'ai vu The Leftovers, je me suis dit, je ne sais pas qui est cet homme qui a écrit ça. Je ne sais pas qui est l'homme qui a réussi à cerner à ce point le sentiment de perdition qu'on peut tous avoir dans notre vie, mais que moi j'ai en tout cas, ce sentiment de ne pas savoir vraiment ce que l'on fait, en fait de ne pas savoir pourquoi on le fait, cette sensation d'être perdu dans quelque chose qui est beaucoup trop grand pour nous, soumis à des forces qui nous dépassent, qui nous dominent et que l'on ne contrôle pas, dont on se demande quelle est leur nature. Peut-être que c'est le hasard, peut-être que ça ne l'est pas. Et c'est ça que Damon Lindelof interroge dans ses œuvres, et en ça, je trouve qu'il est l'un des scénaristes qui a le mieux compris l'âme humaine de toute l'histoire de l'écriture cinématographique. Et vraiment, c'est quelqu'un qui m'inspire d'une façon extraordinaire. C'est quelqu'un qui me fascine dans sa capacité à raconter ses histoires, dans sa capacité à leur donner une dimension, dans sa capacité à leur donner vie. Et rien que pour l'existence de cet homme, au-delà de toutes les autres séries que j'ai pu regarder qui m'ont marqué, Breaking Bad, Utopia, UK, pas US, Doctor House, voilà, toutes les séries comme ça que j'ai pu regarder. Le Bureau des légendes aussi. Tiens, j'aurais pu en parler du Bureau des légendes, mais bon, là, je vous ai déjà gavé à parler de cinéma de façon passionnée un peu trop longtemps. Mais on aurait pu faire tout ce que je viens de dire là sur le rapport à la banalité, le rapport au temps long, le rapport à comment est-ce qu'on crée un écho avec la banalité du spectateur en épousant son temps de visionnage par le temps du récit. On aurait pu en parler avec le Bureau des légendes. Mais voilà, pour toutes ces raisons-là, et notamment pour la question de la banalité que la série télé arrive à saisir et arrive à nous faire ressentir sur un temps long, surtout, la série télé, c'est du cinéma. Parce qu'elle saisit l'existence humaine et qu'elle nous le fait ressentir dans notre corps. Alors là, j'ai conscience d'avoir parlé d'assez peu d'exemples, en fait, dans ce podcast, parce que je me suis vraiment concentré sur un homme précis, à savoir Damon Lindelof. Mon Dieu vivant à moi, mais des exemples, là, quand je vous dis ça, je suis sûr qu'il y en a des tas qui vous viennent.
Et on aurait pu également parler du travail esthétique, du fait que des cinéastes arrivent à nous proposer des contenus sériels qui soient brillants en termes de mise en scène. Citons The Young Pope, citons The New Pope de Paolo Sorrentino, qui sont des œuvres qui sont à des années-lumière même de la quasi-totalité de ce qui se propose au cinéma. La série télé, ce n'est pas du sous-cinéma. C'est du cinéma différent, et c'est même du cinéma qui parfois, justement parce que c'est long, justement parce que, a priori, on peut s'ennuyer, justement dans ce côté fade, parce que étiré sur le temps long, vient nous saisir plus profondément encore que le 7e art qui peut se dérouler dans des salles obscures. Pourquoi est-ce que des gens sont aussi marqués à la fin des séries justement pour ça? Parce que cette question du temps, cette question de l'écriture de la réalité à travers le temps et l'écoulement du temps, qui est donc, comme je le disais, créer un écho avec le temps de visionnage du spectateur, c'est quelque chose qui provoque un attachement au personnage, c'est quelque chose qui provoque un rapport différent à la fiction, et c'est quelque chose qui, selon moi, doit autant nourrir les cinéastes de demain que les films qui se trouvent dans les salles obscures. Pour moi, les séries, ce sont du cinéma. Ce sont réellement du cinéma, je veux dire, à part entière, qui certes ont un moyen de diffusion différent, mais qui l'exploitent artistiquement jusqu'au bout, évidemment dans le cadre des bonnes séries, mais, comme c'est le cas, dans le cadre des bons films, parce que si on ne prenait que les mauvais films, on pourrait dire qu'il faudrait totalement arrêter de faire du cinéma parce que ça ne vaut pas le coup. Voilà. Donc, n'ayons pas de discours définitif et apprécions les séries télé pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des moments artistiques de cinéma. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout sur la question du débat entre les séries et le cinéma. Et j'espère que vous avez pu en tout cas ressentir cette passion que j'avais à parler notamment de Damon Lindelof, une passion qui m'a réveillé quand je vous en ai parlé. N'hésitez pas évidemment à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour participer au vote du prochain podcast. N'hésitez pas à partager celui-ci afin de permettre que d'autres auditeurs, d'autres auditrices le découvrent et puissent aussi en profiter. Et n'hésitez pas évidemment à réagir à ce que j'ai pu dire dans les commentaires sur YouTube et peut-être bien à créer un débat, parce que je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup débat. Et écoutez, je vous souhaite une bonne nuit. En tout cas, c'est ce que je vais faire très promptement, aller me coucher. Et si vous écoutez ce podcast à un autre moment que tard le soir, eh bien sachez que vous y perdez au change. Parce que parler de cinéma avant de se coucher, c'est la meilleure façon d'être certain d'en rêver.